Bon, les gars, depuis quelques années, l'antiracisme est devenu un sujet extrêmement clivant en France. À gauche, les militants politiques affirment que la France est un pays raciste et haineux, qu'il convient de réformer et de rééduquer grâce aux associations antiracistes, aux prises de parole publiques et aux subventions du CNC. À droite, en revanche, on entend souvent dire que l'antiracisme n'a plus de raison d'être en France, qu'il sert avant tout à détourner l'argent public des poches de Nicolas pour financer la bouillie mentale de Maître Gims. Les pyramides qu'on voit là, au sommet il y a de l'or. L'or c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. Les gens veulent l'électricité. D'accord, faisons comme ça. Et qu'au fond, les vrais racistes seraient les antiracistes. Bon, alors tout ça, c'est bien joli, mais comment on en est arrivé là? Comment la France, et l'Occident en général, qui n'avait pas connu de problématiques à base de taux de mélanine en 1500 ans d'existence, s'est retrouvé, d'un coup, à disserter sur des sujets aussi absurdes? Et bah ça, je suis pas le seul à m'être posé la question, puisque l'ami Modin, de la chaîne Modin Malin, avait sorti une vidéo il y a quelques temps sur le sujet du Black Power et de l'afrocentrisme, qui analysait la question d'un point de vue politique. D'ailleurs, excellente vidéo, je vous remets le lien dans un coin de l'écran si ça vous intéresse. Mais en me penchant à mon tour sur ce sujet, j'ai découvert qu'en parallèle de ces combats politiques et de ces mouvements délirants outre-Atlantique, il existait toute une littérature qui se déploie depuis 70 ans parfois et qui a infiltré toutes les plus grandes instances universitaires et éditoriales. C'est ce qu'on appelle la littérature décoloniale ou postcoloniale ou encore post-coloniale en deux mots, on va en reparler, et en me documentant à ce propos, j'ai été choqué de son impact politique et militant. Alors si vous êtes prêt à plonger dans les abysses de la folie, suivez votre hussard favori pour un voyage au pays du Wakanda littéraire, présenté sous la forme d'un iceberg, c'est-à-dire en partant des éléments les plus connus pour s'enfoncer petit à petit dans les méandres des esprits les plus, radicalisés. Ça va être complètement zinzolin, vous allez voir, c'est pas parce qu'on parle d'intellectuels et de livres qu'on reste dans un petit monde feutré de gens bien éduqués. Loin, très loin de ça. Alors installez-vous confortablement, activez la 5G de votre pyramide la plus proche et lâchez un pouce en l'air, on va se régaler. Et juste avant qu'on se lance, si vous voulez soutenir la bonne littérature et mon travail, sachez que je terminerai cet épisode en vous recommandant quelques bons livres d'auteurs africains, parce que oui, il y en a et même plein. Et puis ensuite, sachez aussi que si vous aimez ce genre de format long et travaillé, qui demande beaucoup de temps et de préparation, vous pouvez passer sur le site de Lagiberne, ma maison d'édition, en description de la vidéo également, pour vous prendre quelques bons livres. Ça aussi, je vous en reparle en détail en fin de vidéo, alors on peut y aller. Sur ce, générique. L'air libre. Bon, alors avant toute chose, on va se poser 2 minutes et tâcher de définir ce dont on parle. Parce que si vous avez tous probablement entendu parler des adjectifs décolonial ou postcolonial, vous vous êtes peut-être demandé quelle différence il fallait faire entre les deux. Et ben en fait, c'est très simple, dans les faits, il y en a pas. It's very, very simple. Même quand vous écoutez les théoriciens de ce genre de littérature et de philosophie, ils emploient souvent un mot à la place d'un autre ou qualifient un même texte avec un adjectif différent selon l'interlocuteur ou même leur humeur du moment. De façon générale, la littérature décoloniale, c'est l'ensemble des livres, notamment en philo, en anthropologie et en littérature, qui analysent de façon critique la place, l'héritage et les inégalités liées à l'héritage colonial des nations européennes. Concrètement, ça parle parfois des conditions de vie en Afrique et, beaucoup plus souvent, des conditions de vie ou des soi-disant conditions de vie dans les pays occidentaux du point de vue des descendants d'Africains. Oui, d'Africains, parce que les descendants d'Asiatiques, bizarrement, ils font pas souvent des tests subventionnés de 5000 pages pour parler des discriminations à leur encontre. Allez savoir pourquoi. Alors oui, bien sûr, la littérature décoloniale est tendanciellement centrée sur la colonisation européenne et son héritage. Vous ne trouvez pas, ou presque pas, d'ouvrages qui abordent la colonisation arabo-musulmane en Afrique de l'Est par exemple, ou d'ouvrages sur l'annexion de la Chine par le Japon dans les années 40. De façon générale, on est ici face à une littérature qui s'est construite dans le rapport de force avec les empires coloniaux français et anglais à partir des années 30 et qui est restée complètement bloquée sur ce paradigme depuis. Et ça, en soi, je pense que c'est des positions qui pouvaient s'entendre au moins jusqu'aux années 60, mais ensuite il fallait évoluer, il fallait dépasser ce clivage originel. Sauf que, bien sûr, ça n'a pas été fait. En lieu et place de ça, vous allez le voir, les auteurs de cette mouvance sont passés dans une optique toujours plus radicale, délaissant peu à peu les discours critiques pour des discours radicaux, de rupture et de clash frontal. Pensez printemps, les amis! Et ça, en soi, c'est déjà assez lamentable, mais ce qui ajoute à ce gâteau puant la petite cerise moisie qui va bien, c'est la complicité des instances culturelles occidentales, ce qu'on appelle à droite l'ethnomasochisme. Concrètement, ces courants des études postcoloniales et de la littérature décoloniale, ils sont nés en France et en Amérique, sur les campus des facs, avec de l'argent public et par des cerveaux formés dans le meilleur moule occidental possible. Mais c'est pour ça que je comprends pas son cheminement, quoi. J'ai vu quelque chose qui va pas. Et ça, vous allez le voir, ça rend assez zinzin, parce qu'on se retrouve littéralement avec des auteurs qui parlent de zigouiller des blancs, devant des blancs qui les applaudissent et les encouragent. En fait, c'est complètement lunaire, et vous allez voir que même en passant ça à la moulinette du marxisme, du léninisme ou du post-structuralisme le plus jargonnant, vous n'arriverez pas à insuffler une vraie rationalité dans ce bazar. Mais on va voir ça ensemble, n'anticipons pas trop. Il est temps de plonger un peu sous l'eau, alors enfilez votre scaphandre, on va commencer en douceur. Les eaux claires.
Au début des années 30, l'empire colonial français est à son apogée. Il contrôle une bonne part de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie, avec plusieurs dizaines de pays actuels sous contrôle de Paris. Mais cette occupation s'accompagne également d'une volonté d'éducation et d'assimilation des meilleurs éléments locaux. C'est ainsi par exemple qu'on trouvait à Paris, au début des années 30, un petit groupe d'intellectuels noirs groupés autour du salon littéraire de Paulette Nardal. Parmi eux, on peut citer un certain nombre d'écrivains et de futurs hommes politiques de premier plan, comme Léon Gontran Damas, Birago Diop et surtout Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire. Le premier, poète et fin lettré, deviendra plus tard président du Sénégal, tandis que son poteau d'alors, Aimé Césaire, deviendra un poète de premier plan, député français et maire de la ville de Fort-de-France pendant des décennies. Et précisément, Aimé Césaire, qui est né en Martinique et non en Afrique, on va en reparler, il est intéressant pour notre sujet parce qu'il fait figure de précurseur. À son époque, évidemment, personne ne parle de littérature décoloniale. Pourtant, c'est bien une critique de l'impérialisme français qui sous-tend la vision poétique de Césaire. Durant ses études à Normal Sup à Paris, Césaire entend parler des mouvements américains contre la ségrégation, il entend parler de la pensée de Marx, des critiques contre la colonisation française de l'Afrique et surtout, il se rend compte, à distance, par le manque, si j'ose dire, de l'importance pour lui de l'identité martiniquaise. Et tout ça, ça va macérer dans sa caboche et donner lieu à l'une des pensées politiques les plus incohérentes et les plus idéalistes de son temps. En 1939, après avoir bouclé sa thèse sur la poésie afro-américaine, Césaire publie Cahier d'un retour au pays natal, un recueil de poésie littérairement aussi pertinent qu'un ticket de caisse Leclerc, bourré d'onomatopées, de phrases tarabiscotées, de vers délirants et d'images confuses, qui va d'abord rencontrer tout le mépris qu'il mérite avant de devenir, petit à petit, dans les décennies suivantes, un élément central de la culture indépendantiste martiniquaise. Oh, eh ben voyons. Et là, attendez, c'est assez dense et j'en suis conscient, donc faut qu'on prenne 2 secondes pour bien détailler ça, c'est important pour la suite. En fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que Césaire, c'est un intellectuel complètement foutraque et halluciné, qui a pondu des recueils de poésie tout au long de sa vie, tout en faisant carrière dans les institutions culturelles et politiques de la République française, mais contre les mêmes institutions. Alors oui, c'est assez délirant, mais attendez la suite. En fait, Césaire, il voulait l'autonomie de la Martinique, qu'il voyait comme un moyen de s'émanciper des instances coloniales françaises. Parce que oui, pour lui, la Martinique avait le même problème que le Sénégal, c'était un territoire occupé qu'il convenait de libérer et de rendre à son peuple. Et soit dit en passant, vu l'état de l'économie antillaise et le niveau de développement de ce territoire en 1939, je n'ose pas imaginer ce que ça serait devenu si Césaire avait obtenu gain de cause. Fort-de-France ressemblerait probablement à Haïti aujourd'hui. Mais blague à part, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais avec Césaire, vous avez déjà encapsulé tous les délires de cette littérature postcoloniale moderne. Propos incohérents, délires illisibles qu'on devrait accepter tels quels sous couvert de licence poétique, critique radicale des institutions auxquelles le territoire doit tout, je rappelle que Césaire était normalien, député et maire, méfiance viscérale envers les blancs, pensée politique foutraque et plus foireuse que le niveau scolaire de Sébastien Delogu. Mon grand-père né à Oran qui a déporté les juifs à Auschwitz. Quoi Répète. Bref, c'est caca. Et honnêtement, je vous dis ça, mais c'est pas pour bâcher gratuitement. À l'inverse de Césaire, j'aime bien Senghor par exemple. Sa poésie est assez intéressante. Mais Césaire, c'est vraiment la version wish de son pote, avec un complexe de supériorité qui a lui-même un complexe d'infériorité par rapport à son complexe du Messie. C'est un dawa monumental dans sa caboche et il a l'air de prendre ses lecteurs pour son psy. Et malheureusement pour nous, c'est Aimé Césaire qui est resté dans les mémoires en France. Et ça a pas été sans conséquence, vous allez voir. Une petite génération après Césaire, Édouard Glissant déboule dans le game. Lui aussi c'est un poète qui publie plusieurs récits célébrés comme Un chant d'île ou Le sel noir, mais il est plus diversifié que Césaire. Il nous pond donc quelques romans, des textes autobiographiques et surtout de la philosophie. Non. Alors oui, attendez, c'est de la philosophie autoproclamée, hein. Vous pouvez oublier Leibniz et Spinoza, je vous préviens. Avec Glissant, tout baigne dans une sorte de métaphysique molle et insaisissable, selon laquelle les frontières n'existent pas, l'humanité doit se mélanger et la paix doit régner entre les peuples. Donc en somme, on est quelque part entre Oui, Dora l'exploratrice, une secte New Age et le plus gros défonçage de portes ouvertes depuis l'invention de la phrase « l'eau ça mouille », mais c'est apparemment suffisant pour capter l'attention et la sympathie des gauchistes français. Renaudot 1958 pour son roman La Lézarde, le communiste mental Glissant signera plusieurs pétitions contre l'Algérie française avant de vivre sa meilleure vie sous les tropiques où il s'éteindra en 2011 à 80 balais passés. Mais ça s'arrête pas là. Oh non, parce que juste après sa mort arrive le gras boomer franc-maçon Mélenchon. Ah, tout de suite des insinuations. Non. Ah, je suis sûr que vous l'aviez pas vu venir lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Eh bah, c'est très simple. En fait, Édouard Glissant, il avait un disciple, Patrice Chamoiseau, un autre écrivain antillais qui a rejoint le front de gauche de Mélenchon en 2009 et a certainement contribué à faire découvrir au petit père des peuples les travaux de Glissant. Et donc, ni une ni deux, Mélenchon a repompé le concept de créolisation chez Glissant pour justifier soudainement le remplacement de population en France via l'immigration. Ah bah oui tiens, c'est pratique. Si tu critiques le phénomène, c'est le fameux grand si vivement condamné, mais si tu l'encourages, d'un coup, ça devient de la créolisation validée par Mélenchon. Quand nous serons en 2050, 50% de la population française sera métissée. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'avenir à la langue française.
ou dite française, sans le processus humain fondamental de la créolisation. La créolisation est notre maître mot. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Incroyable. Un coup ça n'existe pas, un autre ça existe mais c'est très bien. Vraiment c'est fascinant ce que les politiciens peuvent inventer pour continuer à vendre leur soupe. Donc je récapitule. En 3 générations à peine, on est passé, en Martinique, d'un poète semi-mystique délirant ambiance piti sous opiacé, à un théoricien foireux sous perf de maoïsme, puis à un disciple proche du NPA et du Front de gauche, et tout ça pour aboutir à Mélenchon, qui déverse ses outrances racistes en place publique. Magnifique. Vraiment, la culture française a son prime dans cette histoire. Mais vous savez le pire ? Le pire, c'est que c'est pas juste Mélenchon qui se revendique de Césaire, de Glissant et compagnie. Oh non. Tenez, prenez Christiane Taubira par exemple. En marge de sa carrière politique, l'ancienne garde des Sceaux de François Hollande s'est toujours piquée de gratter une œuvre littéraire et poétique qui porte tous les stigmates de Césaire et de Glissant, qu'elle revendique d'ailleurs comme des inspirations. Ces textes sont trop longs, verbeux, décousus, absurdes, l'ensemble est plein de ressentiment contre la France, et ça donne l'impression de parler avec un toxico bourré à 3h du mat, tellement ça n'a ni queue ni tête. Mais déjà, j'ai pas compris le titre, Murmure à la jeunesse. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a 12, 13 ou 14 ans peut comprendre cette phrase ? Incapable de percevoir les promesses des cultures rhizomes telles que définies par Gilles Deleuze et Félix Guattari et que Glissant a transposées aux identités, ceux qui sont effrayés par la diversité et l'imprévisible du monde haïssent tout ce qui est différent ou vert inhabituel. Mais oui, c'est clair. Bref, c'est caca, mais attendez, vous avez la version simplifiée de tout ça avec Rokhaya Diallo. Oui, la nana qui vient mettre la honte aux Africains en leur parlant de conseil du Wakanda ou je sais pas quoi. Je vous avoue que j'ai même le sentiment de participer à l'assemblée constituante du Wakanda, c'est tellement merveilleux. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de... Et en fait, toute sa rhétorique sur le racisme français et sur la malveillance des classes dirigeantes françaises, elle ne le dit jamais clairement, mais c'est inspiré directement de ce que Glissant ou Césaire pouvaient eux aussi reprocher à la France. Donc, consciemment ou non, il y a bien un lien à faire, surtout que Rokhaya Diallo est membre de la French American Foundation, une fondation qui promeut les intérêts américains en France et qui est elle-même biberonnée aux théories marxistes et décoloniales des facs anglo-saxonnes. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que Rokhaya, à un moment donné, elle a dû être formée à l'école de cette proto-pensée postcoloniale française qui a également pénétré les instances américaines. Et justement, on a beaucoup parlé de la France jusqu'ici, mais comme souvent quand il s'agit de créer des aberrations conceptuelles, les États-Unis ne sont jamais loin. Venez, suivez-moi, il est temps de plonger un peu plus profondément. Les profondeurs inquiétantes. Jusqu'ici, je vous ai parlé de Césaire et de ses poteaux, mais en vous précisant que leurs travaux étaient précurseurs dans le domaine de la littérature décoloniale. En gros, ils ont inventé un truc sans le savoir, mais ce n'est pas d'après leurs travaux constitue le début de ce mouvement. Alors, à quel moment on a basculé ? Comment est-ce qu'on est passé de quelques poètes bizarres dans leur coin à des mouvements organisés et fanatisés ? Et pour le coup, c'est assez simple à dire. On a 2 événements marquants pour expliquer ce passage de l'un à l'autre, et chacun de ces 2 événements est la parution d'un livre, l'un en France, l'autre aux États-Unis. En 1952 est publié à Paris ce livre, Peau noire, masque blanc, du psychiatre Frantz Fanon. Frantz, c'est un Martiniquais assez brillant qui a participé à la libération de la France, a dénoncé des actes racistes en Algérie et a fini par devenir psychiatre. Sur le papier, on pourrait donc se dire que c'est un bon gars. Ouais, sauf qu'il y a un souci. En fait, durant sa jeunesse, Frantz croyait dur comme fer à l'universalisme et au discours d'égalité prôné par la République française. Sauf qu'en se battant pour la France, il a ressenti que c'était du flan et que les gens se méfieraient toujours de lui en raison de sa couleur de peau. Et donc, Peau noire, masque blanc, c'est une tentative d'analyser la situation et la position des Noirs vis-à-vis des Blancs, notamment d'un point de vue colonial. Le texte commence d'ailleurs par une citation de Césaire, tiens, et fait la part belle aux amalgames entre situation française et ségrégation américaine, comme si ce qui était vrai d'un côté de l'Atlantique l'était aussi forcément de l'autre. Mec, il a pas... Non. T'es trompé encore. Et en fait, en lisant ce texte, on se rend compte que, pour Fanon, la position des Noirs est intenable. Ils oscillent en permanence entre le complexe d'infériorité et le complexe de supériorité vis-à-vis des Blancs, et notamment des femmes blanches, ce qui les place dans une situation de souffrance constante, paradoxale et horrible. Et pendant que Fanon se tripotait le ciboulot, de l'autre côté de l'Atlantique, un professeur de littérature d'origine palestinienne, Edouard Saïd, publiait un essai devenu légendaire dans le milieu décolonial, au point qu'on date souvent la naissance du mouvement de sa parution, l'orientalisme, publié en 1978. Ce texte, il repose sur une idée assez simple. C'est l'Occident qui a créé l'Orient en faisant l'endroit en opposition à lui, où les mœurs étaient différentes, les gens moins évolués et les coutumes moins conformes à la décence. En gros, pour Saïd, tout est une construction sociale. Ce sont les Européens qui ont créé l'Orient de toutes pièces pour pouvoir justifier une différence entre eux et ces peuples lointains et justifier du même coup leur asservissement. Alors oui, on n'est pas loin de la théorie du complot et c'est évidemment complètement délirant d'un point de vue historique, mais ce qui frappe avec l'orientalisme, c'est que l'ouvrage baigne dans un tel bain de discours philosophiques
jargonnant qu'il arrive en permanence à vous citer des exemples historiques tronqués, lapidaires ou contestés pour justifier ses théories. Et ça fait que si vous n'y prenez pas garde, le bouquin, il peut avoir l'air convaincant. Et oui, c'est complètement fou, mais c'est surtout super dangereux. C'est super dangereux parce que ce texte, il a eu un retentissement considérable aux États-Unis d'abord et en Occident ensuite, de sorte qu'à partir de sa publication, on a lancé tout un champ de recherche, les fameuses études décoloniales ou post-colonial studies dans la langue de George Orwell. Ah, ça va me casser les couilles toute la nuit comme ça là, parler anglais là, hey, oh, hey, boy, oh, hey, boy, oh. Et si pour l'instant, avec Fanon comme avec Saïd, on reste dans la critique universitaire assez sage et qui s'encombre d'analyser la réalité en essayant maladroitement de justifier ses névroses, vous allez voir que ça va pas durer longtemps. Déjà, il y a un autre essai assez connu de Frantz Fanon, Les damnés de la Terre, paru en 1961 et passé à la postérité pour la violence de son propos. Dans ce texte, Frantz amalgame capitalisme et colonialisme et appelle à la lutte, y compris armée, contre les colonisateurs. Et pour rappel, on est alors en 61, c'est-à-dire que pendant que l'intelligentsia parisienne publie ses fadaises, 2 jeunes conscrits français meurent en Algérie. Donc oui, c'est déjà puant, mais vous savez ce qui a fait passer ce texte à la postérité? Jean-Paul Sartre. Bah ouais, Jean-Paul Sartre. Vous croyez quand même pas qu'on allait parler d'un combat sordide vaguement teinté de marxisme sans convoquer un moment sa trogne de fistule anale mal cicatrisée? Sartre, il a gratté une préface pour le livre de Fanon dans laquelle il lâche une dinguerie totale passée à la postérité. Alors attention, je cite, mais il est en roue libre. Il faut tuer. Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups. Supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre. Le survivant, pour la première fois, sent un sol national sous la plante de ses pieds. Je rigole pas, c'est la vérité, c'est la vérité. Voilà. Donc, en plus d'encourager un pauvre bougre dans sa névrose, Sartre est littéralement en train d'appeler au massacre des Français depuis son appartement parisien, sous les hurrahs de la gauche prolétarienne. Non, vraiment là, à ce stade, faut mieux que je dise rien de plus, ça risquerait de déraper, j'ai des grosses images d'American Psycho qui me fusent dans la tête là. À la place, on va parler de l'étape suivante, celle de la manipulation historique avérée. Et à ce titre, laissez-moi vous présenter cet homme, Molefi Kete Asante. C'est un philosophe et historien, entre guillemets, américain, qui a considérablement développé les African American Studies aux États-Unis depuis le début des années 80. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a permis de colporter pas mal de délires afrocentristes qui ont fait leur nid actuellement. Il est notamment l'un des défenseurs de l'idée d'une Égypte antique noire, et le gars qui a défendu la théorie selon laquelle les Africains avaient considérablement influencé les Grecs antiques au niveau de la philosophie. Donc en gros, je résume en caricaturant à peine, Toutankhamon était noir et Aristote cuisinait du mafé. C'est de la poudre de perlimpinpin. Eh ben voyons. Alors oui, Asante n'a pas sorti ça de son chapeau. Il s'est appuyé pendant des années sur des lectures biaisées de sources historiques diverses, et quand les tests ADN sont venus démentir enfin définitivement ses travaux, il a sombré dans une sorte de complotisme New Age bien chelou, dans lequel les historiens occidentaux auraient volontairement et sur des générations effacé toute trace de l'héritage historique des Africains. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Bref, c'est pitoyable, mais attendez, Asante n'était pas seul. En fait, en travaillant sur son cas, on découvre qu'il appartient à toute une galaxie de penseurs et de théoriciens qui ont bâti, en quelques décennies à peine, un pont entre les idées décoloniales et les théories afrocentristes les plus folles. Et là, il y a un nom que je ne peux pas ne pas vous citer, Cheikh Anta Diop. Diop, c'est disons pour être gentil, un intellectuel sénégalais passé à la postérité pour avoir défendu bec et ongle l'idée d'une civilisation africaine antique noire. Et qu'on se comprenne bien, pas juste une dynastie de pharaons noirs parmi toutes les dynasties qui ont existé. Oh non, pour lui, toute l'histoire égyptienne est marquée par la présence de pharaons noirs, et ce au mépris de toutes les traces archéologiques, de toutes les chroniques et, plus tard, des tests ADN effectués sur les momies. Pour vous dire, c'est vraiment une obsession chez lui, et dès sa thèse de doctorat en littérature à Paris, Cheikh Anta Diop affirmera que l'Égypte antique était noire. C'est-à-dire qu'avec lui, on est à l'inverse d'une démarche scientifique rigoureuse, qui cherche des faits et les agence ensuite en une théorie construite. Ici, c'est l'idée fixe d'abord, et tout ce qui peut aller même un peu dans son sens, qui est assez maladroitement à la suite. Et ça se voit tout particulièrement dans El Famoso Colloque du Caire en 1974. Il s'agit d'un épisode organisé sous l'égide de l'UNESCO, et dans lequel l'enjeu était de faire s'asseoir plein de spécialistes de l'Afrique autour d'une table pour écrire une histoire du continent. Et à cette occasion, Diop a pris la parole pour lâcher ses théories, ce qui a provoqué, petit 1, un énorme malaise parce que tout le monde s'est demandé ce que disait ce guignol avec ses histoires de pharaons noirs, petit 2, un débat entre spécialistes pour comprendre s'il y avait quelque chose à sauver dans ces théories fumeuses, en fait non, et petit 3, une légende dont les afrocentristes aujourd'hui sont friands et qui voudrait que Diop ait démontré à la terre entière, sans réfutation possible et à cette occasion, son savoir incontestable. Sauf qu'en fait, non, et à part un chanteur de variété vaguement salafiste à 75 de QI, Diop n'a pas convaincu grand monde, d'autant plus que les tests ADN sur les momies, depuis, sont venus achever au sol ces théories dans l'équivalent intellectuel d'un finish de MMA légendaire. 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont
cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Et les historiens le savent. Donc bref, c'est bozoesque au-delà de toute mesure, mais au moins, on reste ici dans la sphère du légal. Et ça sera pas toujours le cas quand on aura plongé encore plus bas. Tenez, venez voir ça avec moi. Les abysses. On l'a vu, la littérature décoloniale est passée de la critique un peu faux-folle au délire le plus échevelé, avant d'esquisser un pas en direction de la lutte armée. Et bah, c'est sur cette dernière que j'aimerais maintenant qu'on s'attarde. Voici Chancellor Williams, un écrivain, sociologue et philosophe américain qui appartient grosso modo à la même génération qu'Aimé Césaire. Chancellor, ce n'était pas un homme de terrain ni un combattant. En revanche, il est passé à la postérité pour un livre, La destruction de la civilisation noire, publié en 1971, et qui raconte, ni plus ni moins, que les Blancs et les Noirs se livreraient une guerre depuis 6500 ans pour le contrôle du monde. Et bah voyons. Et puis quoi encore? Et donc l'idée de Williams, c'est que les Blancs conspirent pour étouffer toute trace de civilisation noire, et même pour nier que ça ait jamais existé. En gros, et pour faire simple, il fait le lien entre théorie du complot afrocentriste d'une part, et lutte armée d'autre part, en insistant sur la nécessité pour l'Afrique de s'unifier en une seule nation centralisée et menaçante, militairement parlant. Et si vous trouvez que c'est complètement dingue, déjà sachez qu'on est deux, mais qu'apparemment, ces écrits ont rencontré un certain écho auprès des suprémacistes noirs et auprès d'autres penseurs, entre guillemets, de l'afrocentrisme. Et là, on touche à un problème structurel de ces théories. Elles sont remplies de mecs qui se citent entre eux, se donnent raison et se structurent les uns les autres en vase clos, loin de tout consensus historique ou scientifique. Et ça, c'est vraiment une constante assez dingue. Il y a vraiment quelque chose d'une dérive sectaire dans ces travaux qui racontent une histoire manifestement délirante, mais qui reçoivent quand même l'approbation et l'adhésion de milliers de lecteurs pour qui ces théories sont trop séduisantes pour être rejetées. Et ça, c'est assez tragique à observer, parce qu'on a vraiment le sentiment, quand on se plonge dans ces sujets, de voir une bande de fanatiques enrôlés dans leur petite secte. Et ça peut donner des résultats tragiques et meurtriers. Tenez, lui par exemple, il s'appelait Amilcar Cabral et c'était un ingénieur agronome de Guinée-Bissau. À son époque, le pays était une colonie portugaise et comme beaucoup de ses compatriotes, dans le contexte de la décolonisation, il aspirait à ce que la Guinée s'émancipe de Lisbonne. Et ça, en soi, pas de souci. En revanche, le boug a commencé à se radicaliser, d'abord en lisant Marx et Lénine, puis les poèmes d'Aimé Césaire et de Sédar Senghor, avant de tomber dans les récits afrocentristes. Et tout ça, ça l'a amené à justifier Pépouze, la prise d'armes et la violence. Après avoir publié plusieurs livres franchement guerriers et menaçants dans les années 60, il se soulève pour de bon contre le Portugal au début des années 70, participe à des massacres et des actions d'une rare violence, et finit assassiné en 73, quelques mois à peine avant l'indépendance de la Guinée-Bissau. Ah, c'est sûr que c'est pas joli rigolo, hein. Et là encore, vous pouvez vous dire que sa violence avait une certaine légitimité, parce qu'Amilcar, il luttait pour l'indépendance de son pays. Ok, et dans ce cas, laissez-moi vous présenter le BPP, plus connu sous son nom développé, le Black Panthers Party. Fondé en 1966 en Californie par deux militants maoïstes et léninistes noirs américains. Camoulox. Ouh, bravo Jean-François. Du nom de Bobby Seale et Huey P. Newton, les Black Panthers sont un mouvement armé qui prônait la violence extrême et le renversement des institutions américaines au nom de la lutte contre les inégalités entre Afro-Américains et citoyens blancs. Le mouvement était structuré autour d'un programme aussi simpliste que tragique en 10 points et prônait, par exemple, la libération de tous les prisonniers noirs aux États-Unis ou l'exemption de service militaire pour les jeunes noirs américains. Alors bien sûr, les Black Panthers n'ont jamais été vraiment un parti politique et ils ont vite sombré dans la délinquance, les règlements de compte et le crime organisé sous l'œil bienveillant des instances culturelles américaines qui, comme par hasard, ont inventé le super-héros Marvel Black Panther et le mythe du Wakanda quelques mois seulement après la fondation du BPP. Franchement, ils ont toujours dit que c'était un hasard, mais qui peut y croire ? Mais puisqu'on a dit qu'on parlait de littérature aujourd'hui, et non de cinéma, analysons un cas précis des Black Panthers avec ce mec, George Jackson. Jackson, c'était un délinquant et écrivain, membre des Black Panthers, qui a passé les 12 dernières années de sa courte vie en prison, d'abord pour avoir piqué $70 dans la caisse d'une station-service, puis pour avoir potentiellement participé au meurtre d'un gardien de prison. En cabane, Jackson écrit des lettres à pas mal de monde et finit par les rassembler en un volume, Soledad Brother, qu'il fait publier en 1970. Ce texte, qui n'a qu'un très faible intérêt littéraire, provoque tout de même l'enthousiasme de Jean Genet en France et ouvre la voie à un second volume, Blood in My Eye, du sang dans mes yeux, dans lequel il soutient, petit 1, que les institutions américaines sont racistes et irréformables, petit 2, que la guerre civile arrive est inévitable et justifiée, petit 3, que les blancs progressistes devront arrêter de ménager la chèvre et le chou et rejoindre les rangs de la nation noire en cas de guerre. Bref, le gars est complètement cramé du casque et vous allez voir que ça va partir en sucette rapidement. En 1971, à peine quelques semaines après avoir achevé Blood in My Eye et juste avant son jugement, George tente de s'échapper de prison et prend une bastos. Il meurt à seulement 29 ans, mais aussitôt, des théories du complot s'échafaudent. Et si George Jackson avait été abattu ? Alors,
Pourquoi, me direz-vous? Eh ben, parce qu'un an auparavant, son frère, Jonathan Jackson, il avait fait irruption dans un procès d'autres membres des Black Panthers et avait provoqué une fusillade mortelle qui avait coûté la vie à 4 membres du BPP, dont Jonathan lui-même, et la juge, tout en blessant grièvement le procureur. En somme, quand George meurt 3 jours avant son procès quelques mois plus tard, tout le monde dans la petite sphère Black Panther se dit que c'est un assassinat commandité par le FBI pour venger la prise d'otage du procès. Et parmi les soutiens de George Jackson se trouve cette femme, Angela Davis, qui entretenait une relation amoureuse avec lui. Les années passant, Angela deviendra une auteure et philosophe américaine, prof à la fac de l'Alabama, où elle distille les théories féministes et décoloniales les plus radicales depuis des décennies. Alors oui, vous ne rêvez pas, l'ex-petite copine d'un criminel affilié au Black Panther dont le frère avait flingué un juge en plein procès enseigne à la fac, aujourd'hui, aux États-Unis. Ah, et en prime, elle soutient aussi que l'URSS était un pays où il faisait bon vivre. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, quand on voit ça, on se demande où va le combat politique de ces gens. Et là-dessus, si je peux pas trancher cette question directement et vous dire où s'arrêtera leur folie, on peut quand même remarquer que depuis quelques années maintenant, l'influence de ces sphères décoloniales / afrocentristes s'éloigne peu à peu des livres pour prendre une forme plus diffuse. En 2016, c'est la chanteure Beyoncé qui légitime et rend hommage au Black Panther lors d'un concert pour le Super Bowl. En juillet 2020, Grand Corps Malade cite Angela Davis comme un modèle dans son album Mesdames. Et puis, bien sûr, le film Black Panther de Marvel, paru en 2018, multipliait les clins d'œil bienveillant envers ce mouvement criminel, depuis le titre du film jusqu'à la construction de certains plans qui renvoyaient à l'iconographie du mouvement Black Panther. Bref, c'est assez tragique et on est chez les clowns, mais pas de panique, je vous donne quelques bonnes idées de texte à lire pour relever le niveau en conclusion, alors on remonte à la surface, prenez une bouffée d'air, ça va aller. Conclusion. Toutes les bêtises et les dingueries qu'on a énumérées aujourd'hui ne doivent pas nous faire oublier qu'il existe d'excellents auteurs et romanciers africains ou d'origine africaine qui méritent d'être plus connus. Alors si ça vous intéresse, je vous mets quelques liens en description dans cet épisode. Vous découvrirez ainsi l'histoire d'un royaume africain sanguinaire dans Le devoir de violence de Yambo Obouloghem, prix Renaudot 1968, Frères d'âme de David Diop, prix Goncourt des lycéens 2018, En attendant le vote des bêtes sauvages d'Amadou Kourouma, qui dénonce les dictatures africaines modernes et postcoloniales, ou encore La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougarsar, une quête littéraire assez passionnante qui se déroule à Paris et a reçu le prix Goncourt en 2021. Bref, voici de bonnes lectures, et vous voyez que les institutions culturelles françaises n'ont pas l'air bien racistes finalement. Tiens, et tant qu'on y est, vous pouvez aussi passer à la Giberne, en description de cette vidéo, pour soutenir mon travail et celui des jeunes auteurs indépendants que j'accompagne depuis 2023. Pas encore d'auteurs africains au catalogue, mais on a exploré la Chine sous domination japonaise dans Les Noces de Terre, on a parlé de néocolonialisme dans Objectif 23, de guerre civile dans Pays réel, et surtout, on a causé d'établissement d'un pouvoir violent dans Haraldus de David Pasco. Tout est dispo pour vous régaler sur notre site, lui-même en description, ou sur le Pass Culture pour les plus jeunes. Bref, il y en a pour tous les goûts, alors passez, je vous attends. Merci à tous pour votre soutien, et merci pour votre attention sur cette longue vidéo. Pensez à lâcher un pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas déjà fait, voire à faire un petit don sur Tipeee pour les plus généreux. Ça aide énormément pour les vidéos exigeantes comme celle-ci, alors merci beaucoup. Allez, sur ce, à la revoyure les gars, et chargez!